Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE animée par Anna Chevrier et Pascal Biras et qui s'intitule Grammaire et culture, deux clés pour l'autonomie. Je vais vous présenter très rapidement Anna et Pascal. Anna a été enseignante de FLE dans des lycées, Alliance française et centres de formation en France et à l'étranger, notamment en Bulgarie et aux Pays-Bas. Elle a également été formatrice de formateurs dans un centre de langue en France. Elle a suivi des études de droit et de sciences du langage, mention FLE. Elle s'est ensuite spécialisée dans l'ingénierie pédagogique avec un master 2 à l'Université de Grenoble. Depuis 2019, elle enseigne dans un centre de formation auprès d'un public de primo-arrivants en France et elle collabore également avec les éditions Maison et Langues en tant qu'autrice de défis, de prêt à parler et de défis actuels. Donc ça fait longtemps que nous collaborons avec Anna et ça fait également longtemps que Anna et Pascal travaillent ensemble puisque Pascal donc, est diplômé de traduction et d'enseignement du FLE. Il a travaillé dans plusieurs pays également avec différents types de publics en Italie dans des entreprises, en Turquie à l'Institut français, en Hongrie, en lycée et à l'université de traduction. Il enseigne actuellement le FLE et anime des ateliers créatifs dans divers pays, en ligne et en présentiel. Il est passionné d'écriture et de littérature. Il crée en 2012 le roman oral collectif, un atelier de création littéraire collective en classe de langue. Comme formateur d'enseignants, il anime des modules sur la pédagogie de projet, le théâtre et la créativité en classe. Et il s'intéresse également à l'intercompréhension et au plurilinguisme. Et donc pour les éditions Maison des Langues, il a rejoint l'équipe d'auteurs de défis en 2017. Il est auteur de défis du niveau 2 au niveau 5. Il est aussi auteur de Prêt à parler, donc avec Anna, et auteur aussi de Défis actuels. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. On a dépassé la barre des 100 participants. Donc voilà, je laisse la parole à Pascal et Anna. N'oubliez pas d'utiliser le petit icône questions-réponses pour nous partager vos questions. Et on se retrouve en fin de session. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Séverine pour ta présentation. Bonjour Pascal, tout va bien? Bonjour Anna, ça va et toi? Ouais, on s'entend, on se voit. Pas de problème Écoute, technique jusqu'à maintenant. aujourd'hui on n'a pas de problème, c'est un miracle. Bon, ben tant mieux. Pourvu, on croise les doigts, pourvu que ça dure et pourvu que tout le monde ait une bonne connexion et puisse bien nous entendre et voir ce qui va se passer pendant cette rencontre. On y va? Ouais. Ok. Alors, c'est moi qui gère les diapos, donc je vais essayer d'être efficace au maximum. Pascal, si tu vois que je traîne, tu me fais un Hmm, petit signe. d'accord. Ah, mais c'est moi qui commence de toute façon. Et oui, Bon, tu alors, voulais peut-être nous annoncer le menu du jour. oui, c'est ça. Le menu du jour qui est assez simple, comme vous le voyez, on va le développer en deux points essentiels, puisque c'est vraiment le sujet de cette intervention aujourd'hui. Donc, on va parler de grammaire. La grammaire contextualisée, analysée, construite et systématisée, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis en deuxième partie, on parlera de la culture et tout ça dans la perspective aussi de défis actuels 2. Pascal, je crois que tu voulais nous parler, puisque c'est un peu le centre de notre présentation aujourd'hui, de l'autonomie, que tu voulais partir de la définition. Oui, parce qu'il faut bien partir de quelque part. Et alors, en guise d'introduction, on est allé chercher dans un dictionnaire au hasard le Robert en ligne les différents sens du mot autonomie. Et ce qu'on a trouvé nous a un petit peu amusé. On a trouvé quatre acceptions du terme, donc le droit de se gouverner par ses propres lois, la faculté d'agir librement, la distance que peut parcourir un véhicule sans être ravitaillé en carburant, ainsi que la durée de fonctionnement indépendant. Et alors, ça nous a amusé puisque dans l'optique, nous, de cours de langue, quand on vise l'autonomie d'un apprenant, en réalité, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on veut désigner? Et peut-être qu'on pourrait penser que l'autonomie, c'est peut-être la capacité d'un apprenant de tenir la distance et de tenir la durée en forme d'indépendance, mais pas dans une indépendance au sens radical, au sens étymologique de avtos nomos, celui qui se donne ses propres règles. Non, parce que si l'apprenant se donne ses propres règles, du coup, ça devient une forme d'autarcie, une forme d'anarchie, mais plutôt des règles d'acquisition de réflexes d'apprentissage. Et donc, c'est cette autonomie-là
qu'on va viser à travers les deux biais, les deux clés qu'on a choisis et qu'on a choisi d'illustrer avec Défi actuel numéro 2. Et la première clé, Anna, il me semble que c'est la grammaire. Et nous avons une magnifique diapositive avec un magnifique titre. Ouais, je trouve qu'il est vachement poussé, notre titre. Bien, alors donc la grammaire. Évidemment, nous, on va parler ici de grammaire inductive. Évidemment, je sais, vous êtes des professeurs très expérimentés pour la plupart. On a peut-être aussi des jeunes professeurs parmi nous, mais on va quand même revenir à l'essentiel. C'est quoi la grammaire inductive? Pourquoi ça nous semble, sûrement, ça nous semble beaucoup mieux que la grammaire déductive. Et ensuite, on passera aussi à une petite partie sur la systématisation, parce qu'il nous a semblé important de rappeler que systématiser, c'est essentiel et ce n'est surtout pas rébarbatif, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori. Donc voilà sur quoi je vous ai mis des petites images. Vous voyez un cerveau en construction. Alors là, il est tout seul, il est en train de se débattre. Oh, il n'est pas en train de se débattre, hein, d'ailleurs, ça se passe plutôt bien pour construire quelque chose. Ensuite, en dessous, vous voyez plusieurs personnes avec les pièces d'un puzzle, des échelles qui sont en train de construire quelque chose ensemble. Et puis, j'aime bien la dernière image que j'ai trouvée où je trouve que ça résume un petit peu assez clairement, en fait, avec cette histoire de Lego. La grammaire inductive, c'est-à-dire on va vivre, on va expérimenter ensemble, on va classer, on va chercher, on va analyser, on va commencer à élucider, et puis finalement tout ça, ça va nous permettre de créer et d'entrer dans la langue. Donc c'est ce que je voulais un petit peu à travers ces images vous rappeler. Donc tout à l'heure dans le titre, je crois qu'on avait le terme contextualisé. Non, c'est le premier qu'on a utilisé. Contextualisé évidemment puisque la grammaire c'est un outil. La grammaire c'est pas un phénomène isolé, c'est pas quelque chose qui marche tout seul. Ça va nous permettre d'entrer dans des productions langagières. C'est la grammaire qui va faire sens. Et donc en fait il faut traiter cette grammaire dans une situation de communication et qui va nous permettre de d'agir en fait en tant qu'apprenant et apprenante dans la langue, dans une situation et de répondre à des actes de parole. Ça, c'est vraiment important. Il faut que ce soit le plus authentique et le plus naturel possible. Donc, la grammaire, c'est un outil, c'est pas un objectif en soi. Connaître des règles, c'est bien, mais si je ne peux pas les appliquer dans un contexte, finalement, ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc, c'est vraiment l'idée principale ici. Ensuite, je crois, je ne sais pas s'il faut que je change de slide déjà ou pas, Pascal, figure-toi. Et On non, va avoir des exemples. je Ne change reste pas de slide. un peu encore sur la théorie. Quand on parle d'inductif, vous le savez tous et toutes, ça veut dire qu'on va découvrir des règles, en fait, à partir d'exemples. Donc, dans un document déclencheur, on va avoir une récurrence d'exemples et les apprenants et les apprenantes vont construire et co-construire. Alors, j'utilise ces deux termes parce que on peut le faire de manière individuelle, mais on peut aussi très bien le faire de manière collective, comme je vous ai montré sur les deux petits dessins. Et en fait, tout ça, ça va nous permettre de comprendre et d'appliquer les règles. Pourquoi c'est plus intéressant l'inductif que le déductif? C'est parce que si vous donnez une règle explicite à vos apprenants et vos apprenantes, en fait, ils sont dans une position passive et ils ne sont pas acteurs et actrices de leur apprentissage. Alors que si on passe par l'inductif, on est actif et cette activité, elle est d'autant plus intéressante que non seulement je vais réfléchir, mais cette réflexion, cette collaboration avec mes co-apprenants, co-apprenantes, eh bien, ça va aussi stimuler encore plus mon cerveau et donc ma mémoire. Donc, plus on réfléchit, plus on cherche, plus on active le cerveau et plus on va mémoriser et fixer ce qu'on doit fixer ou ce qu'on cherche à fixer. Donc, on est vraiment dans cette idée de j'observe, j'analyse, je comprends, et ensuite je vais formuler des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses-là, je vais appliquer, je vais tâtonner, hein, parce qu'il faut surtout laisser la place à l'indécision, aux erreurs. Et puis tout ça, ça va me permettre en fait d'entrer dans la langue et d'être actif et actif dans mon apprentissage. Je peux Euh, te couper pour oui, un tu veux témoignage. rebondir, Pascal?
Un récit d'expérience sur grammaire inductive, grammaire déductive et sur l'importance de la contextualisation. Il m'est arrivé de prendre des cours de langue dans ma vie en tant qu'apprenant. Je suis arrivé un jour dans une salle où visiblement on voulait m'expliquer comment former l'impératif dans la langue donnée. Je ne savais pas d'où ça sortait, je ne comprenais pas de quoi on me parlait et j'avais l'impression d'assister à un cours de maths complètement passif. En plus, j'aimais pas les maths, mais tout ça pour vous dire que je ne comprenais pas d'où est-ce que cette chose qu'on appelait l'impératif sortait. J'avais pas de contexte et donc j'étais incapable de me l'approprier pour comprendre les mécanismes. C'est tout ce que je voulais dire, excuse-moi. Mais tu as raison, et alors du coup je rebondis sur ce que tu dis, puisque moi j'ai un souvenir terrible quand j'étais sûrement au collège. En cours d'anglais où je me souviens, tu sais, je pense que toi aussi et peut-être beaucoup d'entre nous ont subi ça en quelque sorte, avoir ces listes, par exemple, tu sais, en anglais avec les verbes irréguliers, donc au passé, on me donnait ces listes, mais moi, en fait, je savais pas quoi en faire. Donc, j'étais capable de te réciter par ordre alphabétique mes verbes irréguliers en anglais, mais par contre, j'étais incapable de raconter ce que j'avais fait pendant le week-end. Donc là, c'est quand tu parles de contexte, on est vraiment là-dedans. Sans contexte, on ne peut pas faire grand-chose avec la grammaire. Euh, J'espère que on a déjà commencé à convaincre tout le monde, mais en fait, en réalité, la majorité des profs maintenant sont très. Je cherche le mot, aide-moi Pascal. Tu sais, quand on a l'habitude de faire quelque chose, l'inductif, c'est quand même quelque Rodé. chose. Voilà, merci, exactement, c'est ça. Alors, si on passait à des exemples, parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. On vous a dit qu'on vous éclairerait aujourd'hui avec des exemples tirés de défis actuels 2. Ici, nous sommes dans l'unité 2, un comprimé matin, midi et soir. J'imagine que vous avez bien compris la thématique et ce qu'on va aller chercher en termes de lexique, de grammaire peut-être, et puis surtout de communication. Un exemple, les remèdes de grand-mère en Corse. Alors, ça nous fait sourire tout de suite parce que c'est vraiment des conversations qui arrivent assez naturellement en cours. Tout le monde a des remèdes de grand-mère dans tous les pays et c'est super intéressant. Donc déjà, ça va titiller la curiosité. Pascal vous en reparlera, mais euh, il faut jamais oublier que la grammaire, c'est important, mais elle est aussi apportée par un document culturel francophone qui va être intéressant et qui va justement motiver nos apprenants et nos apprenantes. Pour revenir à mon sujet de la grammaire, je vous ai mis ici les activités d'exploitation de cette page sur les remèdes de grand-mère en Corse et on va s'arrêter sur travailler la langue. Il me semble qu'on a fait un zoom après sur la... N'est-ce pas? Non, Non. c'est pour les activités d'après. Donc, sur l'activité 5, vous voyez qu'on va faire une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on va aller vérifier la compréhension du document tout en manipulant ce qu'on cherche à faire acquérir à nos apprenants et nos apprenantes, qui est le superlatif. Donc ici, vous voyez, on a trois questions. Quel fruit contient le plus de vitamine C? Quel remède est le plus connu pour calmer le mal de gorge? Qu'est-ce qu'on consomme le plus? Vous avez évidemment trois exemples, le plus de avec nom, le plus adjectif, le verbe plus le plus. Et on va aller chercher dans le texte. Donc là, c'est nos apprenants et nos apprenantes qui vont travailler, aller voir. On vérifie qu'ils ont bien compris, puisque s'ils ont la bonne réponse à la question, c'est que ça marche. Et puis en plus, on va leur faire manipuler à peu près naturellement ce superlatif. Ensuite, on va aller réfléchir, regarder ensemble le tableau, le, la, les plus adjectifs, et puis on va aller trouver un exemple dans le texte pour compléter ce tableau. Vous voyez que le tableau, de manière est vraiment simple pour que ce soit le plus accessible possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est dans une démarche inductive, le boulot du prof, ce n'est pas de détenir le savoir, ce n'est pas de donner le savoir, mais c'est d'accompagner, de guider les apprenants et les apprenantes vers ce savoir. Ce qui est intéressant dans le tableau là que tu montres, c'est qu'on invite les apprenants à compléter le tableau avec des exemples, des énoncés linguistiques concrets. On ne leur demande pas de rajouter du métalangage en disant, ah, observe l'exemple et qu'est-ce qu'il y a après le plus? Il y a un adjectif. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, c'est la langue parlée
et pas la manière de nommer les choses dans une optique de grammaire virtuose. Oui, c'est vrai. Et quand on a préparé le webinaire tous les deux tout à l'heure, alors on l'a pas préparé que tout à l'heure, mais avant, quand on a fait notre petite répétition, parce que oui, on répète, on s'est dit, c'est vrai que ça marche bien ici le superlatif, parce que quand on parle de médicaments, quand on parle de remèdes, c'est quelque chose qui vient naturellement. Tiens, essaye ça, c'est vraiment le truc le plus efficace que j'ai utilisé contre le mal de tête. Et donc, on revient encore à cette idée aussi hein, de contexte et de communication, de grammaire qui accompagne la production langagière. Je crois que je peux continuer. Oui. Sur cette même page, dans la suite, ce qui est important, une fois qu'on on a cherché, on a discuté, je vous parlais de co-construction tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est bien de le faire de manière collective. Ce qui est important, c'est tout de suite de essayer de le réutiliser et de systématiser. C'est vraiment une étape importante. La systématisation, ça doit être ciblé et ça doit être répétitif. Répétitif, ça ne veut pas dire rébarbatif, hein. Il suffit de varier les activités. Elles peuvent être simples, elles peuvent être ludiques, mais en tout cas, elles sont très ciblées et très guidées. L'idée, c'est vraiment de permettre à nos apprenants et à nos apprenantes de stabiliser ce qu'ils viennent d'étudier pour pouvoir justement leur donner l'autonomie et la liberté de produire après, peut-être dans des activités un petit peu plus créatives. Mais en tout cas, la systématisation, c'est vraiment une étape nécessaire, hein. On va réinvestir, mais il ne faut pas oublier que cette systématisation doit être ancrée dans le réel, dans l'authentique. Donc, vous voyez, dans les deux activités qu'on propose, la numéro 6, c'est un audio. Et en fait, c'est une interaction sociale de niveau A2, hein. Nous sommes dans la pharmacie, il y a une discussion. Donc, on va quand même aller vérifier que l'audio est compris par nos apprenants et nos apprenantes. Et puis, vous voyez la systématisation en numéro 7. On va donner une amorce, en fait, et les apprenants et les apprenantes vont aller compléter avec les connaissances qu'ils auront co-construites grâce à la catégorie travail et la grammaire, au tableau et à tout ce qui aura été fait préalablement. Pascal, tu as quelque chose à ajouter? Oui, enfin, c'est pas à ajouter. C'est juste que en fait, je suis en train de voir l'activité là pendant que je t'écoute et en fait, j'ai hyper envie de la faire. Et du coup, ça m'amuse parce que j'ai envie d'écouter la conversation pour pouvoir compléter les phrases et te montrer que j'ai bien compris comment ça fonctionnait le superlatif pour dire que les pastilles miel citron, ce sont peut-être les moins chères ou les plus efficaces. Je me souviens plus de l'audio, hein, pour te dire la vérité. Je me souviens plus, moi non plus, de l'audio, mais je crois que prendre les pastilles après le repas, c'est le meilleur moment, non? Parce que meilleur, c'est pas facile à utiliser. Et il me semble que c'est dans l'audio justement pour ça, pour systématiser cette formule qui n'est pas si évidente. Ok. Alors, on espère qu'on aura donné envie à tout le monde d'aller écouter cet audio sur l'espace virtuel. Cette page, je l'aime beaucoup. Je ne vais pas empiéter sur ce que tu vas dire plus tard, Pascal, mais bon, on parle de déserts médicaux, ce qui est un phénomène assez actuel en France, malheureusement. Moi-même qui habite dans une petite ville, j'habite à l'ouest de la France, entre La Rochelle et Bordeaux, pour vous situer. On a une pénurie de médecins, notamment de socialistes. Ah, le lapsus, c'est drôle. De spécialistes. Et donc, vous voyez qu'on va aller tirer la grammaire à partir d'un fait culturel qui est d'actualité en ce moment en France. Et donc, cette page, ce document déclencheur va nous permettre d'aller découvrir l'imparfait. Donc, vous voyez que la démarche, elle est très guidée, hein, puisque quand on est dans l'inductif, il faut quand même pas oublier qu'on est là pour accompagner nos apprenants vers le savoir et vers la construction de leur savoir. Donc, on va, vous voyez, y aller tout doucement, vérifier d'abord qu'on comprend bien qu'on a une situation d'habitude dans le passé et non pas dans le présent. Et puis ensuite, on va aller, enfin, quand je dis on, c'est nos apprenants et nos apprenantes qui vont aller chercher la conjugaison de l'imparfait dans le document déclencheur et ils vont compléter leur tableau. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en plus, on a l'audio qui va nous permettre d'entendre que finalement, il y a certaines conjugaisons, on va entendre la même chose et on va le faire remarquer dans l'activité. Parce que c'est aussi important d'attacher la phonétique avec la grammaire.
hop, je suis obligée en fait de faire une petite manipulation avec mon ordinateur. C'est pour ça qu'il y a un petit temps à chaque fois entre ce que je vous dis et ce qui se passe avec les diapos. Pardon pour cela. Là, on vous l'a mis en zoom, donc pour que vous voyez mieux le tableau de grammaire. Un tableau qui est assez simple, hein, puisque on n'est pas là non plus pour les assommer avec du métalangage. L'activité de systématisation derrière, qui est encore un audio, où là, on va faire de la discrimination auditive entre l'imparfait et le présent. Donc, on va écouter des phrases et puis on va les cocher. Ce qui est intéressant dans ces activités, c'est que vous pouvez faire de la différenciation. Si vous avez des apprenants et des apprenantes qui sont peut-être un petit peu plus à l'aise, pourquoi pas l'envisager comme une dictée en deuxième intention. J'espère que tout va bien pour le moment. La systématisation, c'est très important. Je vous le disais tout à l'heure, il faut varier, mais il ne faut pas perdre nos apprenants. L'idée, c'est vraiment de fixer et d'ancrer les structures pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent utiliser ces structures dans des productions langagières peut-être un petit peu plus fun, un petit peu plus créatives. Dans Défi Actuel 2, on a poussé la systématisation jusqu'au précis de grammaire. C'est-à-dire que dans chaque unité, vous allez trouver le précis de grammaire à la fin de l'unité et non pas à la fin du livre. Et à chaque fois que vous aurez un rappel de grammaire, vous aurez une activité de systématisation. Là, on vous a mis avec Pascal l'activité 3. Vous voyez, c'est vraiment une activité très simple mais essentielle parce que l'imparfait, c'est nouveau et qu'on a besoin de stabiliser ça avant de le réemployer peut-être que ce soit à l'oral ou à l'écrit, dans des activités moins classiques, j'allais dire. Évidemment, le cahier d'exercice, on a encore du renforcement qui va... Tout ça, en fait, c'est important parce que je parle de fixer les structures, mais c'est aussi une question de pouvoir libérer la parole et puis de pouvoir rassurer les apprenants et les apprenantes, c'est-à-dire de leur donner toutes les clés, tous les outils pour qu'ils puissent se lancer dans la langue sans trop de risques et sans trop de peur. Donc, vous trouverez également dans le cahier d'exercice de nombreuses activités très variées qui sont autocorrectives pour la plupart. Ça, c'est bien aussi, hein, puisque le sujet, c'est l'autonomie et c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir se corriger ou se corriger entre apprenants et apprenantes sans forcément que le prof intervienne. Donc là, vous aurez toute une panoplie d'activités dans le cahier d'exercice. Pour résumer, on vous a proposé en fait la démarche globale par rapport au document des airs médicaux. Donc, vous voyez une compréhension guidée du document qui va anticiper vers le point linguistique qui est ici l'imparfait. On observe la langue. On va déduire la valeur de l'imparfait grâce au document déclencheur et au travail avec les co-apprenants. On va formaliser de manière active la grammaire en remplissant le tableau avec les conjugaisons que l'on recherche. On va systématiser à la fois dans la double page, mais aussi dans le précis de grammaire. On va repérer grâce à un audio. On va évidemment avoir une compréhension orale, mais qui est d'autant plus intéressante parce qu'elle est en contexte et elle va amener les apprenants et les apprenantes à réemployer encore une fois l'imparfait. Et puis Pascal, tout à l'heure, tu as entouré en rouge, tu m'as dit, ah, j'aimerais bien rajouter un rond rouge sur l'activité 8. Alors je te laisse peut-être en me parler. Oui, parce que l'activité 8 est une activité de production guidée dans laquelle on va s'émanciper de la systématisation pure dont tu as parlé, à la fois à travers une activité de systématisation, j'allais dire bête et méchante, mais de systématisation classique dans le précis de grammaire et des activités de systématisation dans le cahier d'activité. Donc ici, on a dans le livre une activité de production dans laquelle on va pouvoir s'émanciper de tout ce qu'on a pratiqué, tout ce qu'on a consolidé pour pouvoir parler de soi. Il me semble qu'il y a un zoom sur la diapo suivante. Crois-tu ça? Oui, Ah oui, voilà. excellent. Cette petite activité de production-interaction où on va pouvoir parler de soi et donc manier l'imparfait sur lequel on a lourdement insisté tout au long de la leçon
Et cette activité d'émancipation, elle est aussi guidée grâce à des petites amorces qui vont mettre le pied à l'étrier de nos apprenants avec ces espèces de clichés linguistiques. Moi, quand j'étais petit, moi, quand j'étais ado, pour pouvoir mettre nos apprenants sur des rails énonciatifs corrects. Et donc, tu t'es moqué de moi quand j'ai voulu illustrer cette activité avec les petits pansements, mais c'est parce qu'en réalité, j'avais quelque chose en tête. J'avais le fait que moi, quand j'étais petit, quand je tombais toujours sur les genoux et ma mère me mettait deux pansements comme ça, en forme de croix. Et donc, je pleurais moins parce que je disais, ah, j'ai des étoiles sur les genoux. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les petits pansements comme un petit clin d'œil à ma maman. Peut-être que toi aussi, tu as eu une anecdote de quand tu étais petite. Quand j'étais petite, moi, j'avais pas de pansement comme ça. Mais par contre, alors, c'est pas du niveau A2, mais j'aurais voulu des pansements avec des paillettes ou avec des licornes. Mais à l'époque, ça n'existait pas, malheureusement. Non, je me moquais absolument pas de toi. Je trouvais l'image juste amusante. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ma mère ne faisait pas ça. Et c'est marrant, hein, c'est les mères hein, qui mettent des pansements. Mm. C'est vrai. On parlait de contexte tout à l'heure, Pascal, et c'est vrai que là, l'imparfait, on l'a contextualisé dans la thématique de la santé parce que ça s'y prête bien en termes de production langagière. Et quand on fait des activités de systématisation, ou de production d'ailleurs, comme celle-là, il ne faut pas oublier que c'est bien de rester dans cette thématique-là parce que, encore une fois, ça permet à nos apprenants et nos apprenantes de s'approprier les structures dans un monde qu'ils connaissent déjà, avec le lexique qu'ils auront acquis en étudiant cette double page. Bien, j'espère que tout va bien jusqu'ici. On passe à notre deuxième titre, la culture. Pascal, c'est ton dada. C'est mon dada, oui, c'est un peu, c'est mon dada, mais j'aime bien en parler, c'est vrai. Alors, la culture, si on prenait le temps de faire un petit brainstorming, bon, vous êtes 260, oui, 260 à peu près. Si on prenait le temps de faire un petit brainstorming, je suis à peu près sûr que si on vous demandait, mais qu'est-ce que c'est la culture? Il y aurait un peu toutes ces choses qui sortiraient spontanément. Vous direz que la culture, bah, parfois c'est des blagues, parfois ce sont des comportements sociaux, parfois ce sont les valeurs qu'on accorde aux choses, ou des rituels de salutation, ou des recettes, ou l'histoire d'un pays. Ça peut être aussi un ensemble de tabous, ça peut être aussi des codes culturels, le patrimoine, des rituels, des références, des savoirs, beaucoup de choses et aussi des œuvres. Très souvent, quand je pose la question à des étudiants, quand je leur dis c'est quoi pour vous la culture, leur première réponse, c'est en réalité des productions culturelles, des productions esthétiques, à savoir des films, des livres, des séries, des chansons, des productions esthétiques, des œuvres. Et alors ça tombe bien parce que on a Oui, dans Défi actuel, elle s'endort, Anna. Dans non, non, Défi vas-y. actuel numéro 2, J'attends on que a tu me fasses signe. une unité qui est consacrée aux productions esthétiques, aux productions culturelles, une unité qui s'appelle un chef-d'œuvre et qui va donc s'intéresser aux œuvres culturelles. On a par exemple des leçons qui vont s'intéresser aux livres, aux séries et aux musées. Donc, les productions esthétiques, la culture va être un sujet de conversation. Un sujet de conversation qui est d'ailleurs assez courant dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il ne se passe pas un jour ou une semaine sans que quelqu'un me parle d'une série qu'il est en train de regarder ou d'un livre qu'il est en train de lire ou d'un livre qu'il n'a pas lu ou d'un musée qu'il projette de visiter ou d'un film qu'il projette d'aller voir le week-end ou sur des plateformes. Donc, les productions esthétiques sont avant tout des sujets de conversation. Et ces sujets de conversation, diapositive suivante, vont nous permettre de susciter des actes de parole. Grâce à la culture et grâce aux productions esthétiques, productions culturelles, on va pouvoir commencer à manier des énoncés pour proposer, accepter, refuser une sortie, ou pour présenter un film ou une série, ou pour donner un avis sur une œuvre. Tout à l'heure, Anna vous a beaucoup parlé du travail d'induction de la grammaire. On a ici un exemple d'induction du lexique.
dans un défi actuel, on a proposé de mettre les apprenants au travail pour aller mettre du sens sur des expressions à s'approprier pour pouvoir donner son avis sur une œuvre. On leur donne dans ces activités tout un éventail de phrases faites pour pouvoir parler, pour pouvoir donner son avis sur une œuvre qu'ils ont vue, une œuvre qu'ils ont lue. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose à dire dans une conversation qui traite d'éléments culturels, que ce soit des séries ou des films. Donc ça, c'est la première chose. La culture, la production esthétique, production culturelle, comme sujet de conversation pour susciter des actes de parole et être autonome, avoir quelque chose à dire dans une conversation qui traite de culture. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Dans Défi actuel, ce qu'on a essayé de faire, c'est de transmettre des connaissances, de commencer à sensibiliser nos apprenants sur des faits socioculturels. C'est ce qui se passe, par exemple, dans ces 3 exemples de leçons tirées de l'unité Un chef-d'œuvre. On va commencer à voir, par exemple, la valeur accordée aux livres de poche. Il se trouve qu'en France, les livres de poche sont très diffusés, sont très connus, on en lit énormément, et c'est pas quelque chose qui est universel. Il y a des pays, par exemple, où les livres de poche n'existent pas, ou alors ils sont considérés comme des livres de piètre qualité, ou alors ils sont réservés seulement aux classiques qu'on étudie à l'école. Et donc, il y a quelque chose qui tient du phénomène culturel sur le fait que le livre de poche en France est absolument démocratique. Et puis, on va avoir aussi des informations socioculturelles sur certaines plateformes gratuites en France, des plateformes pour regarder des séries, des films, et aussi sur la gratuité des musées à Paris. Donc, on va avoir des connaissances, des informations sur la société francophone, en plus des éléments linguistiques qui vont nous permettre de qualifier ou de proposer des productions esthétiques. Mais alors la culture, c'est pas seulement des productions esthétiques et des productions culturelles, et c'est pas réservé à une unité dans un manuel qui serait consacrée aux œuvres culturelles. On vous a mis quelques petits exemples pour vous montrer que le fait culturel, comme on a vu tout à l'heure aussi dans l'espèce de nuage, c'est aussi des comportements à table, comment est-ce qu'on se comporte à table, mais ça peut être aussi des objets iconiques, comme par exemple le couteau suisse. C'est tout cet ensemble-là qui compose la culture. Mais il faut savoir quelque chose. Il faut prendre en compte certains petits adjectifs. Alors, on vous a mis un magnifique nuage de mots dont on est très fier. Il faut savoir que la culture, le culturel est multiple, mobile, subjective, dynamique, perméable, filtré, enraciné. Beaucoup d'adjectifs. Anna, est-ce qu'il y a un adjectif qui attire ton attention et ou qui suscite ta curiosité? Euh, Alors, moi, j'ai envie de dire tout de suite enraciné parce que je travaille avec des classes très hétérogènes, avec de nombreuses nationalités et donc de nombreuses cultures. Et on se rend bien compte en discutant les uns avec les autres qu'on a des choses qui sont très, très ancrées et que ça, au fur et à mesure, non, bouge. Alors peut-être dynamique et enraciné, Pascal. Ça marche ensemble, Mm. effectivement. Comme tu dis, les cultures, elles sont enracinées, ancrées à l'intérieur de nous. Les cultures sont aussi enracinées parce qu'elles ne tombent pas du ciel, du ciel des idées platoniciennes. Elles sont enracinées parce qu'elles naissent dans des espaces géographiques, climatiques déterminés qui influencent les comportements. Mais elles sont aussi dynamiques dans le sens où elles ne sont pas figées dans le temps et qu'elles ont cette capacité à bouger en permanence, à s'enrichir, à se modifier, à être absolument mobile. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui t'intéressent? J'ai le droit de dire ce que je veux ou c'était Oh pas oui, tu préparé dis ce que ça, tu veux. hein? Filtré, j'aime bien. Filtrer?
Ouais. Filtrer, filtrer, ça va avec subjective, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que lorsqu'on parle de culture, tout ce qu'on dit est filtré par notre subjectivité. Et ça, on en parlera tout à l'heure, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir échapper à ce filtre subjectif, au fait que on est prisonnier de nos yeux comme premier médium, mais aussi de nos propres références culturelles pour observer la culture ou les cultures de l'autre. Il y a d'autres choses qui t'intéressent? Non, en relisant le nuage, je suis tombée sur Invisible et ça m'a interloquée. Tu veux dire par là que parfois on n'a pas conscience de vivre dans un espace justement culturellement défini, c'est ça que tu entends par C'est ça. invisible? C'est-à-dire que tout à l'heure, on a longuement parlé des productions esthétiques, des productions culturelles et même des productions artisanales avec des objets iconiques comme le couteau suisse et même certains comportements sociaux, certains rituels sociaux, le fait de dire bonjour, bon appétit ou en Grèce, j'ai vu qu'il y avait des professeurs de Grèce connectés, le fait de se souhaiter bonne semaine le lundi matin. Ce sont des choses qui sont visibles alors que dans une culture donnée, énormément de choses sont invisibles. Je pense par exemple à un système de valeurs ou un système de tabous. Ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas appréhender immédiatement. Et donc, quand on parle de culture en classe de langue, de culture en général, c'est bien d'avoir en tête le fait que l'essentiel d'un continent culturel est invisible, est imperceptible. Très bien. Ça t'a plu? Il y Ça a ma m'a petite beaucoup fille. plu. Ça me plaît toujours ce que tu dis, Pascal. Mais c'est pas fini, il y a d'autres mots sur lesquels tu n'as pas posé de questions. Ah, Il y avait pardon. les mots, il y avait les mots perméables que moi j'aime beaucoup sur le fait que les cultures ne sont pas des sphères hermétiques et qu'il existe des interpénétrations des cultures qui parfois coïncident avec des proximités géographiques, parfois coïncident avec des histoires de flux de population où les populations se mélangent, s'interpénètrent et donc les cultures aussi s'interpénètrent. C'est pas des blocs monolithiques, exactement comme d'ailleurs les langues. Les langues s'interpénètrent, se mélangent, se prêtent des mots, se donnent des mots, se volent des mots. Et donc les comportements culturels peuvent se mélanger. Et elles se mélangent aussi à l'intérieur d'un apprenant sujet, puisque multiples, c'est écrit en gros, nous sommes de plus en plus dans un monde de plus en plus interconnecté, nous sommes porteurs de cultures multiples. Nous sommes de moins en moins monoculturels. Ah, j'ai des cloches qui sonnent. Je ne sais pas si ça s'entend. À mon avis, c'est parce que le message était super chouette. Du coup, les cloches se sont mises à sonner pour t'accompagner. Ça Très s'entend bien. vachement. Ouais, c'est très très fort. Alors, tout ça est très joli, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert le culturel en classe de langue? On a mis une jolie illustration avec des savons de Marseille, parce que à quoi ça sert le savon de Marseille? Alors, pas le savon, mais c'est pour vous dire que les objets iconiques, c'est pas seulement la Suisse, mais c'est aussi le sud de la France, petit moment de patriotisme local. À quoi sert le culturel? Donc, ça sert à avoir des connaissances pour avoir des références et comprendre de quoi est-ce que les natifs parlent et pourquoi est-ce qu'ils se comportent et qu'est-ce qu'il faut que je dise lorsqu'on me dit bonne semaine, par exemple, le lundi matin. Ça sert aussi à motiver les apprenants en leur donnant du grain à moudre, en leur donnant ce que moi j'appelle un supplément d'âme, en leur fournissant en classe de langue quelque chose de plus que le linguistique pur. Alors, le linguistique pur, c'est super bien, mais peut-être que si on me stimule indépendamment de la langue pure, parce que moi je ne suis pas un robot, j'ai envie d'apprendre autre chose que du linguistique pur, et bien peut-être que ça va me stimuler. Et surtout, ça va me stimuler cognitivement. On va voir comment, pourquoi. Et puis surtout, ça va me permettre de me questionner en tant qu'apprenant pour peut-être développer une sensibilité interculturelle. Alors, quand on parle de stimulation cognitive, de quoi est-ce qu'on parle? On vous a préparé avec Anna un petit jeu, un petit jeu avec deux colonnes
colonne de gauche et colonne de droite. Et votre mission, si vous l'acceptez, est d'essayer de relier les éléments de la colonne de gauche aux éléments de la colonne de droite pour former des phrases qui ont du sens. Je vous laisse réfléchir quelques secondes, ce qui va me permettre de boire. Et c'est à ce moment-là que les cloches se taisent, Mhm. au moment où tu laisses le temps de réflexion. Et là, normalement, vous êtes en train de vous dire, derrière vos écrans, mais C'est le pas jeu est possible. biaisé. On n'arrive pas à le faire. Normalement, c'est ce que vous êtes censé vous dire. Ouais. Oui, là tout le monde se dit, moi, on n'arrive pas à le faire, le jeu est biaisé, ou peut-être même que vous vous dites, mais en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est peut-être le corrigé de ce qu'il veut nous faire faire. Absolument. Énormément de réponses sont possibles, donc le jeu est biaisé, et en plus, on vous a laissé le corriger. Plus on apprend, plus on sait, plus on veut et peut apprendre, plus on a de connaissances, mieux on mémorise, plus les synapses dans notre cerveau sont activées, plus elles sont efficaces. Et plus on a de savoir, plus notre cerveau a de facilité à établir des liens. On a voulu vous obliger à vous concentrer sur ces phrases à travers cette manipulation machiavélique d'un faux jeu. Tout ça pour vous illustrer, pour vous montrer à quel point l'accumulation de connaissances, de savoir sur une société ou sur une culture permet de, permet de quoi? Permet grâce à un cercle, un processus de cercle vicieux, d'apprendre plus et mieux et d'être au final de plus en plus autonome. Il me semble qu'Anna, si on passe la slide, si on passe la diapositive encore un coup, on va voir comment, à travers ce processus de plasticité cérébrale et compagnie, on va voir avec un exemple concret, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, la théorie c'est bien, mais les exemples, le concret c'est mieux. Voilà. Des exemples concrets tirés de Défi actuel 2 pour illustrer cette espèce d'adage de plus je sais, mieux j'apprends, ce cercle vertueux de l'acquisition de connaissances. On a par exemple un exemple avec la Nouvelle-Calédonie. Dans l'unité 3 de mémoire, une unité consacrée à la gastronomie et à l'alimentation. On va découvrir la gastronomie des Outre-mer avec des focus sur différentes îles francophones, bien sûr, françaises et francophones. Et on va avoir un focus sur la Nouvelle-Calédonie. Et donc, à cette occasion, je vais apprendre déjà l'existence de la Nouvelle-Calédonie, puis je vais apprendre aussi des choses sur sa gastronomie. Donc déjà, je vais accumuler des savoirs sur cette île. Et puis, un peu plus tard dans mon parcours d'apprentissage, à l'occasion de l'unité consacrée au voyage, je vais être confronté à un document qui est un récit de voyage, comme par hasard, en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je vais pouvoir ancrer du nouveau, des nouvelles connaissances sur quelque chose que je connais déjà. Donc, je vais éventuellement reconnaître la forme de l'île dans l'illustration. Et puis surtout, le manuel il va me demander de réactiver des savoirs. On va me demander où est la Nouvelle-Calédonie, changer en classe. Et donc, je vais pouvoir dire, ah, mais moi, je sais, c'est dans le Pacifique, à côté de l'Australie, parce que je l'ai vu dans l'unité 3. Et alors, Anna, il y a une anecdote que je t'ai racontée l'autre jour. Moi, personnellement, en tant qu'apprenant autonome, j'étais bien content de pouvoir expliquer que la Nouvelle-Calédonie se situait dans le Pacifique, à côté de l'Australie, parce que j'ai voulu envoyer une lettre à Nouméa et la postière m'a dit Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, mais ça n'existe pas. Et j'ai dit bah si, ça existe. C'est une île à côté de l'Australie. Elle me dit ah ben alors je mets Australie. Je dis ben non parce que c'est pas exactement en Australie, mettez Nouvelle-Calédonie. Si j'avais pas pu lui expliquer ça, j'aurais été un petit peu dans, en situation de difficulté. Et donc, comme j'étais culturellement autonome et que j'avais des savoirs, j'ai pu finalement poster ma lettre pour qu'elle arrive à destination. Et grâce à toi, cette postière, elle va aussi développer son autonomie puisque je suis sûre qu'après cet épisode, elle est peut-être allée chercher des informations sur Internet pour se renseigner sur cette peut-être nouvelle destination.
de Eh vacances, bien, qui sait. peut-être. Eh bien, peut-être. Donc ça, c'est le côté vraiment des sciences cognitives ou sur le fait que plus on sait, mieux on sait et plus on a envie de savoir. Mais la culture comme clé de l'autonomie, c'est aussi quelque chose de moins concret, de plus impalpable. Quand on parle d'attitude interculturelle, en général, il y a trois niveaux. Il y a le premier niveau, c'est la cognition, le fait d'acquérir des connaissances sur l'altérité, sur là ou les cultures de l'autre. On en a déjà parlé. Deuxième niveau, c'est celui qui va nous intéresser maintenant, c'est le niveau de la réflexion et en particulier à travers le phénomène de la décentration. La décentration, c'est le fait de se voir de l'extérieur pour parler de soi, pour parler de ça ou de ses cultures. Dans le manuel défi, très souvent, explicitement, on vous a mis quelques petits exemples ici, on va inviter l'apprenante, l'apprenant à observer sa culture, sa société, son pays de l'extérieur pour le dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce mouvement de balancier, de confrontation entre ce qui se passe dans la France ou un pays francophone pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe aussi chez moi. Et même lorsque ce n'est pas écrit explicitement dans la consigne d'un manuel, c'est toujours important de garder en tête ce balancier et d'inviter les apprenants à se décentrer. Il me semble, Anna, qu'on a mis une slide sur la définition de la décentration qui est très explicite, une définition sortie de la Fondation Piaget. La décentration est le mécanisme qui permet au sujet individuel ou collectif d'échapper à toute forme de subjectivité déformante parce que égocentré ou sociocentré pour atteindre des formes variées d'objectivité dans le rapport au monde ou à autrui. Alors, je vous laisse digérer cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire d'échapper à des formes de subjectivité déformantes, égocentrées ou sociocentrées? C'est-à-dire apprendre à se décentrer, c'est s'émanciper de tous nos filtres. On en parlait tout à l'heure dans notre magnifique nuage de mots, de tous nos filtres qui sont égocentrés, c'est-à-dire considérer que notre personne est le maître étalon, la référence à travers laquelle on va mesurer tout ce qui se passe dans le monde. Sociocentré, la même chose avec notre société, ethnocentré avec notre groupe ethnique, notre groupe culturel, qui serait la base à l'aune de laquelle on va juger tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc la décentration, c'est vraiment ça, c'est cette sensibilité au fait que nous ne sommes pas le centre du monde, que notre culture n'est pas le centre du monde, et qu'elle peut tout aussi bien être observée de l'extérieur, de la même manière que nous observons de l'extérieur la culture ou les cultures de l'autre. Et donc, quand on parlait d'autonomie tout à l'heure, le fait d'échapper à ces biais qui sont un petit peu déformants, échapper à quelque chose qui nous enferme, c'est quelque part acquérir une forme d'autonomie, d'objectivité, comme le dit Piaget, dans le rapport au monde et à autrui. Et c'est sur ces belles paroles que je crois nous arrivons à la fin de notre webinaire. Il me semble qu'on peut résumer tout ce qu'on a dit avec ces différents points. Ça veut dire que c'est moi qui le fais, ça, ton silence? Oui, parce que moi j'ai un petit peu soif. T'as soif? Ok. Alors, comment devenir une apprenante autonome? Par la découverte de la langue incarnée par des documents. C'est peut-être la première fois qu'on utilise l'adjectif incarné pendant cette présentation, mais c'est vrai que ça résume bien cette idée vraiment de contexte. Euh, Tu parlais de palpable pour la culture, mais c'est vrai aussi pour la grammaire, non? On a besoin de palper cette grammaire et c'est elle qui va nous permettre vraiment d'interagir avec les autres. J'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais de la culture, mais euh, tu parlais de décentration. Pardon, je reviens, mais il y a aussi un phénomène quand tu discutes avec des personnes qui viennent de cultures différentes, où il y a plein de fois aussi où ces apprenants et ces apprenantes se rendent compte qu'ils viennent d'endroits très différents et pourtant il y a des choses
sur lesquels ils vont se retrouver. Et c'est aussi intéressant ce phénomène-là, c'est-à-dire on se décentre et aussi parfois on se rapproche, on retrouve des choses communes, bien qu'on vienne de milieux très différents, que ce soit géographique, social. Et c'est vraiment passionnant. Il faudrait en refaire une autre webinaire sur la culture. L'acquisition guidée et conscientisée des règles et des structures de grammaire, ça c'est moi qui vous en ai parlé avec la grammaire Brillamment. inductive. Conscientiser, c'est super important, c'est vraiment l'idée dans la construction des savoirs, de se rendre compte de comment ça fonctionne. Et souvent, ce qui est intéressant, et je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça m'est arrivé la semaine dernière, quand on est dans la grammaire inductive, donc je me souviens plus quel était le point de grammaire, je crois que c'était les pronoms relatifs, le pronom relatif que qu'on était en train d'étudier, et c'était marrant parce que j'ai plusieurs apprenantes qui viennent d'Ukraine et elles n'étaient pas d'accord sur leur propre grammaire à elles. Donc non seulement elles réfléchissaient sur comment ça fonctionne en français, comment je vais pouvoir l'utiliser dans une intention communicative, mais du coup elles revenaient aussi, elles n'étaient pas sûres de savoir comment ça fonctionne dans leur propre langue, ou en tout cas, elles n'étaient pas d'accord, parce que le système était peut-être assez différent du système français. Donc, on est vraiment dans cette idée-là de réfléchir, de tâtonner, d'aller chercher des hypothèses et puis de construire des savoirs ensemble. La systématisation, je vous en ai parlé, hein, nécessaire justement pour devenir autonome et puis pour devenir libre aussi dans sa production orale et écrite. Le cercle vertueux dont tu as parlé, Pascal, avec brio, plus j'apprends, plus j'ai envie d'apprendre, plus je mémorise et tout ça, ça fonctionne très bien ensemble. Et puis, la sensibilisation à une attitude de décentration culturelle qui me semble est très importante, peut-être surtout en ce moment. On a besoin de se décentrer un petit peu de nos références et de nos codes culturels. Voilà. On était ravis de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Et puis, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous écouter, Pascal et moi. On a peut-être des questions, Séverine? Alors, j'ai pas reçu de questions via l'icône questions et réponses, mais sur le chat, donc voilà, beaucoup d'intérêt, beaucoup de réactions, surtout lorsque vous avez abordé la partie culture. Et on a notamment une interrogation de Anoupam, j'espère que je le prononce bien, qui dit, bon, ça marche très bien si on a un groupe hétérogène. Avec des apprenants de tous horizons, mais c'est sans doute un peu plus difficile dans un groupe homogène avec des apprenants qui viennent de la même ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est plus difficile? Je crois que c'était sur la réflexion par rapport à la décentration, par rapport lors de la deuxième partie sur la culture. Je sais plus, il n'indique pas exactement à quoi il fait référence, hein. Ben, la partie de décentration, en réalité, elle concerne tout le monde parce que chacun se décentre par rapport à, à sa subjectivité. Donc, Mhm. même dans un groupe culturellement homogène, on va, et parce qu'en plus la culture est multiple et les individus sont multiples, à l'intérieur d'un même pays par rapport à la région dont on provient, je suis sûr que Anna et moi, qui ne sommes pas nés dans la même région, on a des petites particularités culturelles dans la langue et dans nos comportements qu'on va pouvoir confronter. Donc, en réalité, j'exagère peut-être en disant que je ne suis pas sûr que l'homogénéité à 100% Existe. existe. Moi, moi, je suis sûre que non. Sans parler même de géographie, mais on peut aussi parler de social, c'est-à-dire ou de culture familiale, par exemple. On n'a pas été élevé dans les mêmes conditions, par les mêmes individus, et donc il y a des sortes de mini-cultures et qui sont englobées dans une culture plus géographique, justement. Donc, je pense que les conversations ne vont pas être orientées de la même manière, effectivement, que quand on a une classe homogène ou une classe hétérogène. Peut-être quand c'est hétérogène, on va aborder des sujets souvent très généraux, et si on a une classe homogène, ça va être une décentration peut-être plus petite, mais en tout cas, elle existera, c'est sûr.
Je pense qu'avec voilà, ce que vous venez d'expliquer et aussi les commentaires de certains participants, je crois on a rassuré tout le monde, puisque Georgia dit même dans la même ville, les étudiants viennent de quartiers différents, ont des pratiques culturelles qui peuvent être différentes et c'est toujours faisable de toute façon. Et Christina aussi, on peut essayer de rompre avec les idées préconçues. Hein, c'est aussi une autre façon d'aborder la question. Eh bien, écoutez, à part ça, je crois que vous avez apporté voilà, envie d'en savoir plus sur Défi Actuel 2. On a déjà, alors sachez que Défi Actuel 2, je peux vous donner des accès, hein, puisqu'on le donne en accès un peu privé, puisqu'on attend que la version interactive du manuel, c'est-à-dire le manuel web, soit disponible pour l'activer sur la bibliothèque complète, d'accord, et pour l'activer publiquement publiquement. Donc voilà, hein, si vous souhaitez en savoir plus sur Défi Actuel 2 et feuilleter le manuel en ligne, écrivez-moi. Je vous ai laissé mon adresse dans le chat et c'est avec plaisir que je pourrais vous envoyer un code d'accès de 3 semaines pour que vous puissiez le tester. Sachez que aussi, sous certaines conditions, on peut vous envoyer un spécimen papier. N'hésitez pas aussi à nous demander. Et on a déjà des utilisateurs, hein, de Défi Actuel 2 qui voilà, envoient des commentaires très positifs, hein, notamment Aïda. Je travaille avec Défi Actuel 2, c'est super intéressant. Donc voilà, déjà des retours très positifs sur Défi Actuel 2. Et si vous avez envie de découvrir Défi Actuel 1, c'est aussi possible, puisque là, on a vraiment le 100% en ligne disponible sur l'espace virtuel. Donc voilà, ben merci beaucoup. Merci de nous avoir donné envie de feuilleter Défi Actuel 2. Vous avez ici le lien vers une petite enquête de satisfaction. Alors c'est plutôt sur les aspects techniques de cette session rencontre virtuelle. Et donc dans une dizaine de jours, on vous enverra le replay, hein, le lien vers le replay sur YouTube, puisque cette session a été enregistrée. On vous enverra aussi la présentation en PDF, hein, pour que vous puissiez la consulter de nouveau si vous le souhaitez, et votre certificat de participation. Voilà, je vous remets mon email et je crois que tu me faisais des petits signes, Pascal. Non, tu voulais... Oui, non, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais dire aux personnes qui se sont manifestées dans le chat en disant qu'ils voulaient absolument écouter l'audio du dialogue à la Ah pharmacie. oui, c'est vrai. Si on l'a pas passé, c'est pas pour vous frustrer ou pour vous faire passer un moment désagréable, c'est parce qu'avec Anna, on a la poisse technique, on a toujours des problèmes. Et donc, on essaye de s'éviter des problèmes en essayant de réduire au maximum le nombre d'interactions techniques. Donc, excusez-nous. On va essayer de faire des progrès de ce côté-là et pour avoir moins de problèmes et moins de cloches aussi. Ouais, c'est vrai, on aurait pu le jouer sinon, tous les deux. Parce que je C'est Ouais, crois vrai. il y a je crois qu'il y a c'est client et pharmacienne ou l'inverse. On aurait pu, D'accord. justement pour contrecarrer ces problèmes techniques qu'on rencontre souvent. Eh voilà. bien, Bon, la là, prochaine c'est... fois, nous jouerons les dialogues. Voilà. Et par contre, pour les cloches, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose, mis à part changer l'heure du webinaire. Bah, merci beaucoup. Et puis, merci. On a eu plus de 200 personnes connectées pendant la présentation du monde entier, hein. C'est ça aussi qui est toujours assez surprenant d'avoir, voilà, on avait presque tous les continents représentés aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir pris du temps pour être avec nous aujourd'hui. Et puis, bah, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi et à très bientôt. Alors, on recommencera les rencontres virtuelles FLE après les vacances d'été. D'accord? Là, c'était vraiment la dernière session rencontre virtuelle FLE. On a un atelier virtuel FLE. Et là, juillet, août, on arrête un petit peu. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters, à suivre nos actualités, puisque je suppose qu'après les vacances, on vous enverra le programme du deuxième semestre. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.